Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Casserole passe à table. Pour commencer l'année 2019 en beauté, on a décidé de vous donner des conseils pour écrire un best-seller de cuisine, tout simplement. Nous sommes avec Jean-François Mallet, ancien chef, photoreporter, auteur de nombreux livres, dont le dernier en date, Simplissime, est devenu un best-seller avec 600 000 exemplaires de la première édition vendus et 2 millions de ventes en tout. Nous allons revenir sur son parcours avant Simplissime, comprendre comment il a eu l'idée de ce livre, parler des raisons de son succès et aussi des critiques qui lui ont été faites, notamment dans le milieu gastronomique. Nous parlerons également d'autres best-sellers qui ont jalonné l'histoire de la gastronomie. Bonjour Jean-François. Bonjour. Nous sommes aussi avec notre chroniqueur Gilles Cousin qui va nous parler d'un aliment simplissime. On ne retrouve pas beaucoup dans votre livre cet aliment, Jean-François Mallet. Enfin, moi, je ne l'ai pas retrouvé en feuilletant vos livres. Il s'agit des topinambours et des éliantis. C'est des légumes anciens qu'on a un peu du mal à faire manger aux enfants et qui pourtant sont très bons. Enfin, c'est ce que va essayer de nous convaincre Gilles. Ouais, j'essaierai avec une petite recette simple de convaincre des vertus des topinambours. Et des éliantis. Et aujourd'hui, boisson simplissime, il est encore un peu tôt, donc on boit un jus de pomme rainette. C'est un jus... j'ai été chez mon caviste, il a essayé de me convaincre d'acheter un petit gamay simplissime à 6 €. J'ai failli me laisser tenter, mais je me suis dit, allez, avant midi, c'est peut-être pas très raisonnable. Donc là, c'est un producteur assez connu qui s'appelle Patrick Font et qui est à Saint-Romain-en-Jarez, dans la Loire. Alors, on a tous le jus dans nos verres, vous me direz, Jean-François... Il est très bon, je viens de le goûter. Voilà. Très bien. Alors déjà, pour commencer, je voulais vous demander à tous les deux si vous aviez le souvenir d'un livre de cuisine que l'on utilisait chez vous, enfant, un peu la Bible de vos parents. Je commence ? Allez-y. Chez moi, il y avait 2 livres de cuisine. Il y avait le Ginette Massiot. On va en parler. Et il y avait La cuisinière provençale, qui était un cadeau de ma grand-mère et qui m'a mis le pied, si je puis dire, à l'étrier pour ma carrière voilà, culinaire. Et toi, Gilles, tu te rappelles ? Ouais, moi c'était Le Petit Perret Gourmand avec Pierre Perret en couverture et mon papa qui est très bon cuisinier mais qui fait tout au feeling, avait juste 2-3 livres de recettes dans lesquels il regardait les intitulés puis après il regardait rien d'autre et puis il improvisait sur les recettes, mais je me souviens de ce bouquin, qui est encore dans la cuisine. Parce que Pierre Perret faisait des livres de cuisine aussi. Oui, et qui était un best-seller, j'ai vu qu'il avait été vendu à plus de 300 000 exemplaires. Ah, mais il y a des auditeurs de Casserole, quand je leur ai demandé les souvenirs de leurs livres de cuisine d'enfance, qui m'ont parlé de Pierre Perret. J'ai découvert qu'il était moi, aussi j'ai déjà vu passer ce livre, oui, bien sûr. Et même Stéphane Collaro qui a fait un livre de cuisine. Enfin, il y en a plein. Qui est aussi il y a Dave récemment qui a fait un livre de cuisine aussi. Voilà. Moi, j'ai le souvenir de 2 livres. Alors, j'avais le Kurnonski, Cuisine et vin de France. Alors, c'est assez chic. Kurnonski, c'était un critique gastronomique, un journaliste qu'on surnommait le prince des gastronomes. Son livre est sorti en 1953. Et j'avais aussi La cuisine des enfants de Michel Oliver, paru en 1964. Je ne sais pas si vous connaissez ce cuisinier. Ça a été aussi un best-seller. Oui, ça a été 3 millions d'exemplaires vendus. C'était le premier chef qui passait à la télévision, qui donnait des recettes à la télévision. Oui. Ouais. Bien sûr, je connais ce cuisinier, mais le livre pour les enfants, je ne savais même pas qu'il existait. Oui. 3 millions d'exemplaires apparemment. Ça me paraît énorme, mais... Oh oui, je trouve que oui, c'est beaucoup. Mais bon, c'est en 1964, il a été réédité. Voilà. Et est-ce que vous avez le souvenir du premier livre de cuisine que vous vous êtes acheté pour vous ? Non, je n'ai aucun souvenir de ça, parce que pour moi, non. Quand je suis arrivé à la première école hôtelière que j'ai fait, on m'a fait acheter le Sylvestre et Planches, qui était le livre technique pour apprendre la cuisine, voilà. Mais sinon, le premier que j'ai acheté pour moi, non, je m'en souviens pas. On va en parler. Vous, Jean-François, vous avez été cuisinier, chef avant d'être auteur culinaire. Donc peut-être quand on commence très tôt, on a moins tendance à... Je sais pas, on apprend directement sur le terrain plutôt que d'acheter des livres de cuisine. Non, pas forcément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ça est très sympathique, très rigolo. La cuisine est à la mode, tout le monde s'en préoccupe. On fait tous des beaux livres, il y a des belles émissions de radio, des émissions de cuisine externe. Mais moi, je suis un vieux déjà, je vais avoir 52 ans au mois de janvier. Et à l'époque, quand on faisait la cuisine, c'est qu'on était mauvais à l'école. Vous voyez, c'était toutes ces générations qui ont encore beaucoup de chefs aujourd'hui, qui ont un certain âge, ne vous le diront pas, mais c'était quand même ça. On n'était pas bon en mathématiques, mais on était orientés. C'était la voie de garage, quoi. C'était une voie de garage, voilà. Moi, j'ai toujours adoré faire la cuisine, et donc du coup dans cette voie de garage j'ai décidé de faire ça et j'ai découvert ma passion dans ce métier et j'y ai adjoint mon autre passion dont je voulais faire le métier, la photographie, voilà. Ça, on va parler justement de votre carrière parce que moi, pour être tout à fait honnête, je vous ai découvert grâce à Simplissime.
Oui. Et en fait, vous avez eu 1000 vies avant. Jill me disait, elle vous connaissait déjà grâce aux reportages que vous faisiez. Des reportages dans le magazine Saveur qu'on lit depuis très longtemps à la maison. Et je me souviens que je voyais votre signature, vos photos au travers le monde. J'étais pas aussi connu, enfin si on peut dire connu. Enfin, c'est vrai que le succès de Simplici m'a remis en avant en tant que cuisinier, chef de cuisine, etc. Mais oui, j'étais plutôt reconnu et connu, j'aime pas ce mot-là, mais pour un travail photographique autour. Enfin, j'ai été un des premiers il y a plus de 25 ans à aller faire des photos de cuisine dans la rue, à parcourir le monde, à m'intéresser. Vous savez, à une époque où la cuisine, c'était on peignait des poulets avec du xylophène et il n'y avait aucune rubrique. Il y avait une petite rubrique dans le L et puis dans le Marie-Claire. Et personne ne s'intéressait. Et puis les photos se faisaient en studio, voilà, enfin tout était plastifié, j'ai envie de dire. Et moi, quand on m'envoyait faire ça, on arrive au Vietnam, par exemple, on faisait la photo du chef français qui faisait son foie gras à Hanoï, c'était très intéressant. Mais moi, je me sauvais par la porte de derrière avec mon Leica que j'avais piqué à mon père et j'allais faire des photos dans la rue, de cuisine, etc. Et j'ai fait, plusieurs ouvrages sur ce sujet, et puis j'ai fait plein d'autres livres. Moi, avant Simplici, j'ai fait, je crois, 100 ou 120 livres. J'ai lu une centaine de livres. Mais je suis pas un petit nouveau de l'édition. Enfin, mais je pense qu'il y a plein de Français qui, comme moi, peut-être vous ont découvert aussi avec Simplici. On va en reparler, mais est-ce qu'on peut recommencer par votre première vie, c'est-à-dire par votre première carrière, c'est-à-dire celle de chef cuisinier. Déjà, j'ai une première question. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on mangeait chez vous quand vous étiez petit ? Ah oui, c'était assez régulier. Moi, je viens d'une famille une famille ouvrière. On avait des petits moyens, on vivait très bien, mais on mangeait beaucoup des pâtes. Parce qu'en fait, toute ma famille, ce sont que des Bretons, sauf ma grand-mère qui venait du Piémont. Voilà. Donc, on avait, nous, très jeunes, la culture de la pasta. Vous savez, le plat de pâtes qu'on pose sur la table, qui arrivait en France... pas très longtemps, la mode de la pasta, on mangeait déjà des risottos, des choses comme ça, enfin voilà. Donc on mangeait, des pâtes, on faisait une sauce, mon père, il coupait des cornichons, il mettait dans la sauce tomate, voilà, j'ai le souvenir de ça. Et ma mère, c'était la reine des légumes au four avec du fromage fondu dessus, voilà, donc on mangeait ça. J'avais pas de souvenir. Et alors la sortie, ça, je raconte toujours ça parce qu'on dirait, ah oui, vous avez vraiment l'habitude des restaurants, etc. Ben non, on n'allait jamais au restaurant parce qu'on n'avait pas les moyens. Et la grande sortie avec les tickets restaurants de ma mère, c'était d'aller chez Pizza Pino. Et sa phrase, c'était « Prenez de la viande, ne prenez pas des pizzas parce qu'on est au restaurant. » Donc, on mangeait des escalopes panées quand j'étais gamin. Parce que c'était un peu plus cher, ou c'était une occasion de manger de la viande Oui, enfin, je ne vais pas faire... mais c'était l'occasion de sortir... Non, moi, j'ai lavé dans la maison aussi, le week-end. Mangeais toujours un poulet rôti avec des pommes de terre. Moi, j'ai un souvenir de ça, ému. Non, c'était surtout... Là, c'était la sortie. Moi, j'ai découvert le monde de la restauration dans les cuisines. Je n'avais jamais été au restaurant. On entend le restaurant, vous voyez, avec un serveur, une carte, on choisit ce qu'on va manger, etc. Avec mes parents, non. C'était pas dans la culture familiale. Non. Mais pourtant, chez vous, en tout cas, chez vous, on cuisinait quand même. Il y avait on cuisinait. On cuisinait. Et ce qui était incroyable, c'est que ma mère, qui était une vieille baba cool, elle achetait déjà des produits bio, elle faisait déjà attention à la santé. Je me souviens, elle coupait des bulbes de fenouil cru, des machins, des trucs. On était gamins, ça n'existait pas trop. Vous voyez, on était je parle des dans les années 80. Bon, voilà. Non, la personne de ma famille qui cuisinait, c'était ma grand-mère. Elle habitait sur la Côte d'Azur et on descendait à côté de Saint-Raphaël. Là, et là, c'était un poème. Là, on allait au bord de mer. Je ramassais des oursins. Elle, la nuit, le matin tôt, elle avait cuit des omelettes. Elle nous mettait ça dans du pain. On mettait des langues d'oursin. Enfin, moi, j'ai des souvenirs, vous voyez, de choses comme ça. Ma grand-mère, ouais, elle avait le petit truc là. Et donc vous le disiez tout à l'heure. Ensuite, vous avez choisi la voie de cuisinier un peu comme ça parce que vous n'aviez pas tellement d'autres alternatives. Non, mais il y a un moment, on m'a demandé de quitter le cycle normal, comme dans beaucoup de gens. C'était une époque où on ne discutait pas avec ça. Et moi, j'ai choisi de faire l'école hôtelière. Donc, j'ai fait une première école hôtelière à Montargis, dans le Loiret. J'ai passé un petit examen où tout le monde l'avait. Et je suis rentré en internat. Là, pendant 2 ans, j'ai préparé ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça existe encore, c'est l'équivalent du bac professionnel aujourd'hui, c'était le BEP. Et j'ai fait cette première école hôtelière. Très vite, autant je me désintéressais de l'école avant, très vite j'ai été dans un espèce de leadership, j'ai été tout de suite dans mon élément. Et bon dans ce que vous faisiez ? Oui, très appliqué, etc. Bon, et puis j'ai eu décroché le premier stage à l'époque qui était, on montait à l'hôtel Georges V à Paris. Moi, comme j'habitais, mes parents habitaient Paris, donc c'était facile aussi. Et j'ai découvert vraiment le monde de la restauration. Je devais avoir 16 ans, 17 ans, je sais pas, je sais plus.
dans ce palace parisien qui n'était pas du tout comme c'est aujourd'hui. C'était une cuisine à l'ancienne, comme écrit dans Escoffier, là, la grande brigade. Là. On servait dans des plats en argent, il n'y avait pas de service à l'assiette, les quartiers de viande arrivaient entiers. Enfin, bon, c'était un truc incroyable. Et ça c'était une bonne expérience. Oh bah oui. Il y avait un vieux chef qui s'appelait Jean Carat. Sa grande phrase, c'était ça, pas de ça. Je m'en souviens. C'était une ambiance très ouvrière, en dehors des milieux de frime et de mode qu'il y a aujourd'hui autour de la cuisine. Vous voyez, c'était, on peut dire aussi on a l'idée que ça pouvait être une ambiance en brigade assez dure aussi, très masculine. Ça portait bien son nom. Oui, il n'y avait pas de femmes. Il y avait des vieux moustachus qui avaient, pour moi, ils étaient très très vieux. Ils avaient 35 ans, vous voyez, qui faisaient carrière. Et donc après ça, vous êtes passé j'ai lu chez Robuchon, aussi chez Rostand. Alors après, moi je suis parti surtout 1 an à Londres pour apprendre l'anglais, où je suis avec mon sac à dos à Londres, où c'est à la Victoria Station, et je faisais tous les restaurants de la rue pour savoir ceux qui voulaient bien m'embaucher. Donc tout le monde me prenait, parce que j'étais français sur une autre époque, et j'ai choisi d'aller à l'hôtel Hilton, qui est en Pink Lane, là, parce qu'en fait, ils me logeaient. Donc j'ai choisi ce poste-là. Comme j'étais français, j'ai été tout de suite bombardé chef saucier au restaurant gastronomique. J'avais pas plus d'expérience de la sauce que les Anglais, mais bon, le chef était français là-haut, donc voilà. Pendant 1 an, j'ai appris l'anglais, puis après, je suis revenu à Paris pour me remettre aux études. J'ai passé un concours qui était assez compliqué à l'époque. C'était l'école supérieure de cuisine française à Ferrandi. Vous êtes arrivé major de votre promo. Alors après, voilà, ça c'est notre histoire. Il a fallu déjà que je rentre, donc j'ai été accepté en préparatoire. Voilà, j'ai repris des maths, de la physique, de l'économie. Enfin, je me suis replongé dedans. J'ai passé mon bac en candidat libre. J'ai repris des études un peu comme ça, et j'ai intégré cette école. Ils en prenaient à l'époque 1 sur 1000. Enfin, c'était moi la grande fierté que j'ai, c'était de rentrer dans cette école. Puis après, ça a déroulé, parce que pour moi, la cuisine, c'était toujours été une évidence, en fait. Donc, voilà. Ça a déroulé. Et après, comment s'est fait le glissement ? Parce que de chef, vous êtes passé, de cuisinier, vous êtes passé à photoreporter. Comment ça s'est fait, ça ? Alors, en sortant de l'école supérieure de cuisine, en étant major, ça m'a ouvert quelques portes. Bon, le groupe Accor m'a récupéré pour inventer des nouveaux concepts de restaurants, etc. Donc, j'ai travaillé un peu dans les ouvertures, ce qu'on appelait. J'ai été chef à l'Élysée-Le-Nôtre sur les Champs-Élysées. Et moi, j'étais le petit bonhomme qu'on envoyait au front pour régler les problèmes techniques. Je partais au Japon, j'ai déjà commencé à voyager. Et puis, à un moment, j'ai dit, je crois que c'est le temps, c'est le moment. Vous aviez quel âge ? Alors, j'allais vous le dire, j'étais en train de réfléchir. Je devais avoir 27 ans, je pense. J'ai tout arrêté. Alors, ça a été un drame pour tous ceux qui m'employaient. Ils ont tout essayé de me retenir, de me donner des restaurants, tout. On m'a tout proposé. Et j'ai arrêté, j'ai recommencé à zéro. Et je suis devenu assistant d'une styliste culinaire qui s'appelait Anna Torontegui à l'époque, qui est retournée en Espagne, qui était une Espagnole. À l'époque, les stylistes culinaires ne connaissaient pas bien la cuisine. C'était des gens qui venaient des Beaux-Arts, qui savaient faire de la déco, etc., mais qui savaient cuisiner, évidemment, mais qui n'avaient pas forcément les notions techniques. Pendant 1 an, j'ai travaillé avec elle comme assistant. Alors, évidemment, je m'occupais de toute la partie cuisine. Et j'ai appris à reconnaître de la belle vaisselle, des fonds, etc. Et puis j'ai surtout rentré dans les journaux de cette manière-là. Styliste culinaire, c'est les personnes qui vont, par exemple, pour un magazine de cuisine, vont mettre en scène les plats, les aliments, même dans les livres de cuisine, etc. Alors à l'époque, ça se faisait en studio avec une lumière artificielle, avec des grandes chambres, vous voyez, des polaroids, il n'y a pas de numérique, etc. Donc c'était un travail en collaboration énorme avec le photographe. Et les plats restaient des heures sous les lampes. Enfin, il y avait tout un truc. Donc, il fallait trouver des parades, des techniques pour que c'était rarement mangeable. Moi, j'ai été un des premiers après, quand j'ai commencé à faire le style culinaire pour moi, à faire des plats mangeables et photographiables. Avant, on faisait de la décoration culinaire plus. Du coup, ça pouvait être, j'en sais rien, bombé à la peinture. Si vous prenez l'exemple, moi, j'ai déjà bombé à la peinture des poulets. Vous savez, un poulet cru, vous le trempez 20 secondes dans l'eau, il se fige, et après, vous le peignez, et du coup, il bouge pas, il est bien joli. Ouais, enfin, bien joli pour ceux qui trouvent que c'est joli. Moi, j'aime bien quand il est bien rôti, bien fracassé, mais ça, c'est une question de style. Mais à l'époque, c'était ça, oui. On faisait les pizzas, vous savez, avec les fils qui coulent, là. C'était des fils de quoi ? On faisait un mélange de fromage à fondu, machin, pour que le fil tienne bien. On le faisait sécher. Après, on le repeignait un petit peu pour pas que le truc bouge, parce que pour les photos, voilà. Ouais, c'était un peu un gage de manger ça, quoi. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous avez découvert la photographie, ou pour le coup, vous étiez déjà photographe amateur ? Parce que tout à l'heure, vous parliez de votre Leica au Vietnam. Mon père a été un grand photographe amateur. Et ça, la grande phrase à la maison, on ne gagne pas sa vie en faisant la photo. Lui, il réparait les téléviseurs dans le métro. Et tous les week-ends, en fait, il avait fait partie du photoclub du Val-de-Bièvre, qui était un truc assez important. Il a fait partie de l'équipe qui a créé le musée de la photographie à Bièvre, la foire à la photographie à Bièvre, etc. C'est un monsieur qui était quand même, en tant qu'amateur, assez passionné évidemment, mais assez reconnu. Donc moi, les premiers cadeaux de Noël que j'avais, vous savez, papa à son fiston, j'imagine que les chasseurs offrent des fusils. Moi, j'avais le droit à un appareil photo. Donc j'ai eu toutes les appareils photo
photos de toutes les tailles. Donc j'ai toujours fait de la photo. Et à partir de quel moment, alors vous avez commencé avec cette styliste culinaire, à partir de quel moment vous avez réussi à en vivre bien et à être reconnu comme reporter? Je vivais très très bien avant quand j'étais chef. Je vous garantis qu'on me faisait des ponts en or pour régler les problèmes. Et j'ai recommencé à zéro, à vivre bien. Non, j'ai mangé un peu de vache enragée pendant pas mal d'années, oui, mais en même temps, ça m'a jamais posé plus que ça de problème. Mais j'ai surtout voulu, après j'ai fait un passage en styliste pour gagner ma vie et je faisais un peu de photos pour moi, pour voir ce qu'on pouvait faire aussi dans la photographie culinaire. Et assez vite, je me suis de nouveau mis en danger pour lâcher le stylisme en fait et faire que de la photographie. Donc là, ça a vraiment été le plongeon parce que là, pour le coup, à l'époque des stylistes, il y en avait 3-4 sur Paris, que des photographes culinaires, il y en avait beaucoup. Et là, j'ai dû refaire. J'avais envie de. Moi, je voulais faire de la photographie culinaire, de grands reportages. Enfin, voilà. Et c'est quoi un des premiers reportages que vous avez fait dont vous étiez fier? Le premier reportage en photographie pure que j'ai fait et que j'ai réussi à revendre 5-6 ans plus tard à La Martinière autour d'un livre qui s'appelait Takeaway, qui a eu déjà à l'époque un beau succès parce qu'il s'était vendu à plus de 15 000 exemplaires, ce qui était assez important pour l'époque. Ça a été un travail photo dans la rue au Vietnam, en fait, à la rencontre des types qui préparent les feux, les buncha, enfin toute cette cuisine qu'on trouve dans la rue, etc. Donc j'ai été un des premiers photographes à photographier la cuisine de rue. Et peut-être qu'on va en arriver à Simplissime, qui est du coup un peu votre grand succès. Et finalement, ça ressemble pas tellement à ce que vous avez fait avant. Oui et non. Enfin... Est-ce que vous pouvez nous expliquer en tout cas comment vous avez eu cette idée? C'est une idée que j'ai pu toujours en fait. Parce que moi, je suis un inventeur de recettes en permanence. C'est-à-dire que, pas dans l'univers des grands chefs, etc. Je parle plutôt de petits trucs qui vont améliorer le quotidien. Et déjà, j'avais toujours eu l'idée de refaire un Ginette Massiot qui trônait dans la cuisine de ma mère en me disant c'est quand même incroyable, tout le monde a ce livre et aujourd'hui, il y a des dizaines de livres de cuisine et il n'y en a pas un qui fait référence. Et puis surtout, j'écoutais les gens. C'est-à-dire que moi, dans tous mes reportages, j'ai demandé toujours aux gens mais qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous avez envie de manger, le temps que vous avez, l'argent, tout. En fait, les gens me disaient toujours la même chose. Et en fait, quand ils me disaient toujours la même chose, il n'y avait jamais le livre en face. Et puis moi, tous les jours, j'ai des coups de téléphone. J'envoie des recettes par SMS en une ligne à des amis. Je raconte toujours la même histoire, mais allô, qu'est-ce que je peux faire manger ce soir? Je dis, je t'ai filé 10 livres, ouais, mais il n'y a jamais le bon truc. Puis avec toi, c'est toujours facile. Tu nous dis ça, j'ouvre le frigo, puis c'est bon, ça marche tout le temps. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un livre qui va se vendre. Je vais faire un énorme succès. Je vais essayer de faire un livre parce que c'est vrai que les fins de mois étaient parfois difficiles. Je le dis en toute sincérité, j'ai voulu faire un livre pour gagner de l'argent, pour étaper une vieille maison dont j'ai hérité en Bretagne qui s'effondre. Et j'ai présenté ce projet que j'ai imaginé de A à Z avec une amie, Marie-Paul Jaume, qui est maquettiste, qui s'occupe de tout le design, etc. Avec qui elle a fait, Marie-Paul Jaume a fait tous mes livres, même les livres de voyage, etc. Et on a amené ce projet en expliquant, voilà, il faut écrire en gros, les gens me disaient, ça ressemble jamais, la recette ressemble jamais, j'ai jamais le bon plat, tout le monde a une assiette blanche, moi je ne fais quasi pas de stylisme, je remets une herbe dans la lumière, c'est tout. Tout ce que vous voyez, ça sort du four ou je touche au minimum. Et j'ai écrit en gros, parce que la moitié des gens, vous comme moi, on a des lunettes. Vous voyez, donc et j'ai fait ça avec des produits du coin de la rue. C'est aussi bête que ça. J'ai fait le livre que les gens voulaient. Est-ce qu'on peut expliquer? Je me suis effacé derrière ça. C'est-à-dire que moi, au début, je me dis, appropriez-vous les recettes. C'est pas le chef qui dit, faites ma recette, elle marche à tous les coups. Je vous dis, faites ça, voilà. Est-ce qu'on peut expliquer, parce que moi, je dis tout le monde connaît Simplissime, ça se trouve, il y a des auditeurs qui l'ont jamais lu, à quoi ressemble une recette d'un livre Simplissime? Donc là, j'ai ouvert sur la flamiche à la fourme, par exemple. La fourme est un fromage bleu, voilà, où on peut le faire avec du roquefort, avec autre chose. C'est ça la force de Simplissime, c'est-à-dire qu'en fait, appropriez-vous les recettes. Sur la page de gauche, vous voyez les ingrédients qui sont photographiés. Donc là, on voit un poireau, une pâte feuilletée que vous achetez toute prête. Alors on me dit, vous achetez des produits tout prêts. Oui, il y a quelques produits qu'on achète tout prêts. Plus personne fait sa pâte feuilletée. Moi, je m'adresse à des gens qui font la cuisine au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est pour leur sauver la vie. Ça évite qu'ils achètent un plat cuisiné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc vous voyez le poireau, le fromage, la fourme d'Ambert et la pâte feuilletée. Sur la page de... Ça, c'est sur la page de gauche. En face, vous avez la photo du résultat final. Ce qui est assez intéressant, c'est un livre qui est assez rassurant, et je l'ai voulu pour ça, c'est quand on regarde les ingrédients et quand on regarde le résultat final, on dit « Ah ouais, ça ressemble ». Bah oui, la cuisine, c'est pas compliqué. Vous avez transformé des ingrédients en une recette qui va se manger, et en dessous, vous avez une recette qui est écrite en 3 ou 4 lignes, en gros, voilà. Avec très peu de texte. Donc voilà, donc en gros, mon idée, c'était, vous faites ce plat, ou pour les plus doués, vous n'avez même plus besoin demain de relire la recette, vous le refaites.
Pour les moins doués, vous la relisez encore une fois ou deux, puis vous savez la faire. C'est plus une méthode, vous voyez, qu'une recette figée en fait. Oui, parce que donc le premier Simplissime qui est sorti en 2015, ça a aussi été un succès d'audience. Là, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 600 000 tomes vendus et près de 2 millions pour tous les autres livres dans le monde. Et ça a été c'est en France les 2 millions dans le monde, c'est encore 2 millions plus, pour tous les autres types de cuisine. Non, c'est important parce que même moi, je suis surpris à chaque fois. Donc, Non, mais c'est qu'il y a beaucoup de chiffres. Et alors, par contre, ils ont été vendus dans 20 pays et traduits en 12 langues. Oui, ça, j'ai demandé à votre éditrice. Oui, c'est ça. Et au départ, donc c'est un succès populaire, mais c'est aussi un succès critique. Vous êtes invité chez François-Régis Gaudry en 2015 sur On va déguster sur France Inter. Oui, au début du livre. J'étais déjà invité avant pour les autres livres que je faisais. Là, je ne suis plus invité depuis. Parce que on va en parler. Vous êtes aussi invité chez France 2, chez Élise Lucet, qui dit que c'est un livre formidable et que c'est un livre militant et que c'est une alternative à la boîte de conserve et au plat cuisiné. Oui. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, a fait le succès de Simplissime ? C'est justement, il y avait une vraie demande. Les gens attendaient ce bouquin. Il existait. Je crois. Pas il suffit d'observer les chiffres. Moi, quand j'ai présenté le projet, j'ai décidé chez Hachette parce que c'est une très bonne maison d'édition et c'était les seuls. Moi, je pensais que ce livre allait se vendre à 50 000 exemplaires. Ce qui est, pour moi, c'est ce que je visais en fait. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est énorme. Catherine Talek, la directrice générale d'Hachette, il a cru tout de suite. On a remodelé un peu la chose pour que ça, comme on dit dans le métier, ça a démarré en fait. Et j'étais dans la bonne maison d'édition pour pouvoir renchérir derrière et faire en sorte que tout le monde ait son livre. Donc voilà. Mais pour revenir à votre question, c'était comment selon vous, ça a été un. Pourquoi ça a été un si grand succès en fait? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de livres de cuisine sur le marché qu'on répond à la demande en fait. Les gens se font plaisir en faisant des livres. Je dis pas que je me suis pas fait plaisir pour faire ce livre, mais moi, mon travail, c'était de faire des livres de voyage, de grands reportages, etc. Et tous les jours, j'étais confronté à des gens qui n'avaient pas le bon livre à avoir chez eux pour des raisons ultra pratique. Donc j'ai inventé ce système pour répondre vraiment aux gens. Moi, je n'ai jamais ouvert un livre de cuisine pour faire la cuisine. Je ne suis pas client de Simplissime, même si je cuisine comme ça tous les jours. C'est aussi la force vive, c'est qu'il est incarné. C'est-à-dire que moi, j'ai mis les recettes que je fais, plus d'autres que j'ai trouvées, plus toutes les choses que j'ai eues dans mes voyages, etc., des idées, des choses qui m'alimentent en fait en permanence pour créer une cuisine facile, accessible et simplissime. Enfin, vous voyez, voilà. Alors après, que ça a marché parce que je crois que simplement, il y avait un vide. Enfin, voilà. Et donc votre livre, on peut dire qu'il a marqué une époque, on va en reparler. Moi, je voulais vous parler d'autres livres qui ont marqué leur époque dans leur temps. Donc il y a Apicius, je sais pas comment ça se prononce, Apicius, que j'ai devant moi, qui est un livre d'un cuisinier romain du 25e avant Jésus-Christ. Et on raconte qu'Apicius, à la fin de sa vie, il s'est suicidé car il n'avait plus assez d'argent pour faire les festins comme il aimait. Donc avec l'argent qui lui est resté, il a acheté du poison et il s'est dit, bon voilà, comme ça finit bien. Et dans son livre, on retrouve des recettes... On retrouve des recettes assez farfelues comme la vulve de trouille stérile, mais aussi, ce qui est assez drôle à lire, des recettes que l'on pourrait retrouver dans des livres de recettes modernes, parce qu'ils utilisent vachement de produits de panais ou de cardon ou d'ortie, donc le genre de légumes aussi, qu'on a oublié, je crois, dans ce livre, il y a beaucoup de choses séchées. Il y a une fameuse recette de canard assez intéressante. Vous pouvez le garder si vous voulez, ça vient d'être réédité, c'est super bien illustré, c'est très joli. Et vous parliez tout à l'heure de Ginette Massiot. Ginette Massiot, c'était une enseignante en art ménager et c'est Albin Michel qui cherchait une femme pour écrire un livre de cuisine prenant en compte la diététique. Et alors ça a été un succès de fou. Alors, je ne sais plus à combien d'exemplaires il a été vendu, mais c'est énorme et il est encore réédité maintenant. Et en feuilletant son livre, en lisant l'intro, je me suis dit qu'il y avait quelques points communs avec Simplissime. Je vais vous lire son intro. Alors, évidemment, c'est un livre qui date de 1932, donc on ne s'adresse pas aux hommes, on s'adresse à la femme ménagère qui va cuisiner chez elle. La femme moderne est sollicitée par tant de problèmes divers qu'elle souhaite sans négliger son foyer y consacrer le moins de temps possible. Dès lors, la cuisine lui apparaît comme un art compliqué dans lequel il est difficile d'exceller. Il existe aujourd'hui de nombreux produits qui permettent de gagner du temps, potage en sachet, desserts instantanés, plats tout cuisinés en conserve ou surgelés. L'essentiel est de savoir les préparer correctement et les présenter de manière agréable. Plus loin, on y trouvera aussi des recettes qui pourront être exécutées très rapidement. On les utilisera chaque jour dans la vie courante. Alors après, les recettes sont quand même plutôt élaborées. Il y a beaucoup de sauces, etc. Et c'est une amie, Jenny, qui m'a envoyé
ce bouquin, et elle s'en sert encore maintenant. Elle a 30 ans, elle s'en sert pour faire sa blanquette de veau, par exemple. Alors, c'est marrant ce que vous me dites là, parce que je l'avais jamais lu, alors que le livre était chez moi. Je vous promets que je n'avais jamais lu ça. Ah, mais comme quoi, les préoccupations des gens sont toujours les mêmes. Hein. Ouais. C'est direct à la recette. Bah non, la préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais faire manger ce soir. Moi, je l'ai tous les jours dans la voiture qui m'a amené il y a 3 minutes. Enfin, c'est oh là là, moi ce soir, je pose des questions à tout le monde. Donc voilà, c'est drôle. J'aurais pu lire ça. Ouais. C'est vrai que ça, il y a des similitudes. Oui, non, c'est assez drôle. Après, en même temps, c'est un livre qui est vraiment marqué par son époque. Même dans les photos. Alors, il y a une photo de carotte râpée à la banane. Ça, on le trouverait plus dans les livres de cuisine. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que dit Simplissime de notre époque ? Qu'on est dans une époque de fou. Simplissime, moi c'est ce que je dis toujours, j'ai fait Simplissime parce que les gens aujourd'hui font plus leurs courses au supermarché qu'au marché. Parce que les 72% des Français font leurs courses au supermarché. Je sais même pas les chiffres, mais pour moi, je vous dis, je suis en contact avec les gens, j'écoute ce qu'ils me disent, je suis pas dans les statistiques ou il n'y avait pas de plan d'attaque quand j'ai fait Simplissime, je n'ai fait que ça dans le bon sens, vous voyez. Et après, les gens ils disent oui, mais moi j'aime bien, j'ai pas beaucoup d'argent. Ça, je l'entends de plus en plus. Bon, on connaît l'actualité, mais je veux dire, ça, c'est quelque chose qui me préoccupe. J'ai pas le temps. Et en même temps, on est assez difficile. Les gens sont difficiles. Moi, j'avais fait une étude, j'avais travaillé avec la Sofres, une équipe de la Sofres qui m'avait fait venir pour faire une étude sur les habitudes alimentaires des Français. Donc, on a quelques chiffres, du coup. Non, alors ça, c'était après Simplissime. C'était avec le succès Simplissime, j'ai été approché pour faire ça. Alors, c'était pas des chiffres. J'avais demandé qu'on photographie les gens photographiaient ce qu'ils mangeaient le soir, ils nous l'envoyaient en fait. Et là, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que moi qui ai fait le tour du monde, quand on nous raconte encore que la France est le pays de la gastronomie, le pays où on mange le mieux, ça me fait doucement rire. Enfin, je veux dire, on est à Paris, nous on est gâtés. Moi, j'y habite aussi. Tout va bien. J'ai un marché génial au bout de la rue et tout va bien. Mais dans les campagnes, etc., les gens achètent des carottes râpées en barquette, mangent des saucisses toutes préparées que vous connaissez, etc., etc. Ils les aiment, leur goût s'habitue, leurs habitudes culinaires s'habituent à ça. Moi, j'écoute ça. Je n'ai pas de, je fais pas la morale à personne. Après, j'essaie à ma manière d'amener par d'autres livres, etc., d'autres choses. Mais je suis à l'écoute de ces gens. Et bien sûr que Simplissime répond à ce problème. Les gens, on me dit c'est pas de la cuisine française, il y a des risottos, des pizzas. Mais oui, mais on est le pays au monde qui mange le plus de pizzas. Coucou. Le risotto, on mange plus de risotto. Il y a plus de risotto servis chez les grands chefs français que chez les grands chefs italiens. Bien sûr qu'un week-end sur 2, la moitié de la France emmène ses enfants chez McDonald's. On est le pays qui ouvre le plus de McDonald's au monde. Donc le rapport au bœuf à la patate, c'est un truc qui est historique chez nous dans le steak frites, mais qui est en permanence. Voilà. C'est des choses que j'observe et qui me nourrit dans Simplissime. C'est pour ça que je fais un livre militant, mais pas comme on l'entend dans le militantisme, où il faudrait que tout le monde soit bio, tout le monde soit parfait, tout le monde habite dans le Marais et que le monde serait merveilleux. Moi, je m'adresse à des gens qui habitent au fin fond de la province, qui n'ont que le Leclerc comme source d'alimentation et qui me demandent de faire des choses avec des boîtes de conserve de temps en temps, ce que je refuse 90% du temps et que je lâche de temps en temps parce que je sais qu'à un moment, ça leur règle un problème. Voilà. Mais justement, ça, on peut en parler parce que c'est un reproche qu'on a souvent entendu sur votre livre. C'est peut-être de ne pas défendre une certaine vision du bien manger. Avant ça, après le premier Simplissime, il a été beaucoup décliné. Simplissime Light, Simplissime Dessert, soupe, dîner chic, terrine, apéro, végétarien que j'ai ici. En fait. 37 titres. Et il y avait cet exemple avec votre livre sur la cuisine étudiante qui a fait réagir dans le milieu des journalistes gastronomiques. Parce que c'était un livre où il y avait beaucoup de viande et par exemple des plats comme des frites gratinées à la saucisse, donc avec des knackis, des herbes de Provence, du ketchup, du fromage râpé, une choucroute garnie au micro-ondes, un travers de porc, soda, gingembre. Donc il y a cette journaliste Camille Labro qui disait on est choqué par la quasi-absence des produits les plus modernes, nourrissants et bon marché. Elle dit qu'il faudrait éduquer, que c'est une insulte faite aux jeunes et qu'il faudrait justement éduquer les jeunes au goût. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je peux vous répondre, c'est très simple. Camille Labro a qu'à faire son beau livre, on va voir si elle touche le maximum de jeunes. Moi, je ne suis pas là pour me mettre en avant de quoi que ce soit, de faire la morale et d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent manger. Moi, mon rôle, c'est que déjà les gens se remettent à cuisiner. J'ai fait venir 12 étudiants dans mon studio. Mais pas des étudiants qui sont à Paris, etc. Des gens qui sont venus chez moi, qui 80% de l'argent passe dans leur chambre de bonne, qui partagent, qui viennent de province et qui ont 1 euro pour manger. Qui mangent des boîtes de petits pois. Qui mangent des raviolis en boîte. Qui se nourrissent comme ça. Et je leur ai demandé qu'est-ce qui leur ferait plaisir quand ils invitent un copain, etc. dans leur chambre, d'avoir à cuisiner parce que ils s'alimentent pas avec le livre. Ils reçoivent où ils font un peu la fête autour de quelque chose qu'ils vont préparer dans leur endroit où ils vivent. C'est ça la différence.
Et j'ai répondu, j'adorerais avoir mon plat, je viens d'Alsace, j'aimerais savoir faire comment je peux servir une choucroute à mes copains, comment je peux faire avec un micro-ondes, etc. C'est ça le livre sur la cuisine étudiante. Pour le reste, il y a d'autres recettes dans d'autres livres. Moi, ça me touche même pas, ça. Je suis très à l'aise avec tout ça. Enfin, justement, moi, ce que je me suis demandé quand j'ai lu toutes ces critiques, etc., c'est aussi... donc, vous avez été cuisinier avant, vous avez été reconnu pour votre travail de reporter avant, et je pense que d'un certain côté, on vous a mis sur les épaules aussi une responsabilité du bien manger. Est-ce qu'on doit demander à un auteur aujourd'hui qui écrit sur la gastronomie, parce qu'on sait qu'il y a mais j'écris pas sur la gastronomie, moi je suis pas critique gastronomique. Est-ce qu'on va lui demander d'être militant ? Non, pas forcément. Justement, c'est pour ça que ça marche. Les gens, ils s'en foutent. Mais vous savez, mon rôle, je le fais. Quand je peux, là, je viens de faire un livre avec les enseignes bio, c'est bon. Parce que je mets en avant qu'il faut aussi manger bio, etc. Mais je suis pas là pour faire la morale, moi. Non, mais sans faire la morale, il y a aussi un rôle du chef et de l'auteur culinaire. Ah non, mais ça, c'est vous qui l'avez dit. Le rôle du chef, c'est de faire à manger. Après, il y a tout un univers qui dit le rôle du chef, c'est aussi de donner le tempo, etc. Je suis pas un chef. Les chefs, ils le font. Et il y a aussi une question du prix. C'est un peu le nerf dans la guerre dans l'alimentation. On le disait là. Dans votre premier Simplissime, il n'y avait pas de prix. Il y avait les recettes. J'ai mis le prix pour les étudiants. C'est parce que c'est eux qui me l'ont demandé. Et donc en fait, ce qui permettait aussi de se dire on peut acheter tel produit, il peut être bon, pas bon, etc. Moi, je trouvais ça plutôt bien qu'il n'y ait pas de prix. Et sur votre livre, des plats faciles à moins de 1 euro, donc que j'ai de 2 euros, pardon, j'ai encore baissé le prix. Moi, j'ai fait la recette de votre livre, c'est des pâtes à sardines. Donc on achète une boîte de sardines. Il faut prendre vraiment les produits les moins chers pour arriver au prix que vous donnez. Oui. Là, j'ai fait cette recette. En gros, ça me revenait à 3 euros. Donc c'est des pâtes à la sardine, c'est assez simple, pâtes, sardines, ail, et puis à la fin on rajoute de la roquette. J'ai trouvé ça plutôt bon. Alors c'était 350 grammes de pâtes pour 4, moi j'avoue qu'à 2 c'était mangé. Par contre il y a plein de ces livres où il y a de la viande. Par exemple il y a un curry de lentilles avec des lentilles, des petits pois surgelés, du yaourt à la grecque et 2 saucisses fumées. Et donc c'est 60 centimes par personne et en tout ça fait 2,40 €. Et moi, alors peut-être effectivement que je suis à ma place de bobo privilégié qui va acheter ma... non mais c'est pas ça que je dis, c'est la vérité. Qui va acheter ma viande mais moi aussi, pas en supermarché, mais je me suis quand même demandé si on achète ces boudins à moins d'1 euro, 1,50 €, qui ça paye en fait ? Qui ça paye dans les fournisseurs ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est bien pas sûr, mais aussi... vous avez raison, est-ce que vous pouvez comprendre quand on vous dit que ça fait le jeu de l'agroalimentaire ? Mais mais ça fait le jeu de quoi ? Ça fait le jeu. Moi, je suis pas là pour faire le jeu de quoi que ce soit. Moi, ça me préoccupe pas. Les gens font leurs courses, ils me demandent des recettes. Mais au fin fond, je suis d'accord avec vous. Tous les gens qui font des livres de toute manière, qui ont moins de succès que moi, font aussi le jeu de l'agroalimentaire d'une manière ou d'autre, sauf après qu'on a des livres à part. Je vous dis, là, je viens de faire un livre avec Bio, c'est bon. Il a fallu négocier dur pour que je fasse vraiment comme Simplissime. Quand je m'engage dans quelque chose, je le fais de la même manière que quand les gens me demandent de faire des recettes avec leur quotidien. Bien sûr que ces gens-là vont chez Lidl. Bien sûr que ces gens-là vont... Mais ils n'ont pas beaucoup d'argent, ces gens. Faut bien qu'ils se nourrissent. Moi... Mais il y a des alternatives. Non. Si. Pas dans Simplissime. Il y a des alternatives, je suis d'accord. Je pense que chacun a son rôle. Moi, j'ai décidé, mon rôle au départ, c'était de donner des recettes. Maintenant, vu le succès, etc., si on me demande de me prononcer, bien sûr, il faut manger bio. Bien sûr, il faut acheter le maximum de choses en dehors de l'agroalimentaire. Mais moi, ce que j'ai réussi à faire, c'est déjà ces gens, ils achetaient des plats cuisinés tout prêts. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai visé. Et je vous le dis, moi, je n'achète pas de plats cuisinés tout prêts. J'achète pas tous les produits bio, moi j'ai même plus loin, parce que le bio qui vient d'Égypte, moi excusez-moi, on peut en débattre pendant 1 heure, je connais le sujet par cœur. Je vais chez mon petit fournisseur de légumes au bout de la rue, qui s'appelle Philippe Maurice, comme les clopes, qui a son jardin dans l'Essonne, il travaille en raisonné, et il a tous ses produits en saison, et je travaille en saison. Mais ça n'engage que moi. Qui je suis pour faire la morale ? Qui je suis pour expliquer aux gens, n'achetez pas de saucisses, machin, s'ils ont envie d'en acheter. Ils me demandent, ils adorent ça, et ils veulent leur filer une recette. C'est ça, soit ils l'achètent dans une boîte. Mais on ne peut pas sans cesse complaire les gens dans ce qu'ils attendent, alors qu'à côté, il y a un monde paysan qui est en crise, qu'il y a plein de choses. Attendez, après on fait de la politique, on peut en parler, je suis d'accord avec tout ça, et il y a 30 livres, chacun y trouve ses petits. Voilà, c'est ce que j'ai fait, moi. Mon rôle, c'est de faire des recettes. Moi, je fais pas de politique, même si au fond, je suis d'accord avec vous et je connais ce problème-là.
Moi, je vis plus comme vous que comme les gens. Mais pourquoi je ferais la morale de quoi que ce soit? Oui, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup... Regardez, honnêtement, dans tous les livres, il y a des légumes, il y a des choses... Oui, mais d'ailleurs, je vais parler de mon préféré, c'est le végétarien. Oui, parce que c'est plus votre univers. Voilà, peut-être. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ce dont on est en train de parler, et malgré le fait que j'habite à Paris, etc. Non, c'est pas Paris ou ailleurs. Moi, je dis ça. Il y a des gens qui sont plus au courant, plus privilégiés que d'autres. Voilà, bien sûr, il faut aussi savoir d'où on parle. Mais moi, c'est quelque chose dans mon métier qui m'interroge tout le temps. Le prix m'interroge tout le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, en tant que journaliste gastronomique, on va avoir accès, et en tant que Parisien, avec un niveau de vie plutôt confortable, etc., on va avoir accès à certains produits. Mais même des produits, je veux dire, on va avoir accès au meilleur pain, peut-être qu'on paye un peu plus cher, on va avoir accès à de la meilleure viande. Ce que je veux dire, c'est que les produits de base qui, au départ, on disait que tout le monde pouvait les acheter, tout le monde pouvait avoir accès, maintenant ça devient des produits de luxe. Je suis d'accord. Ça peut être des gâteaux dans une boulangerie, voilà. Et ça, c'est une question que le public nous interpelle là-dessus, les lecteurs, et je trouve qu'ils ont tout à fait raison. Et je trouve que cette fracture alimentaire se crée, et je suis pas certaine. Il faut trouver des modèles alternatifs et pas forcément le modèle du supermarché qui écrase les producteurs. Mais encore une fois, il faut avoir le choix, etc. Alors, là, vous êtes en train de me dire que parce que j'ai fait ces livres-là, je rentre dans un système... Non, je veux alors il faut que les supermarchés puissent, eux, intégrer je veux bien l'entendre, c'est-à-dire que... Vous savez, c'est pas moi qui ai acheté les 2 millions de livres. Moi, au départ, je m'adressais à des gens, à tout le monde. Le succès, vous voulez dire par là que le succès et le fait qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je permets à des gens de se nourrir tous les jours, je devrais me positionner et m'engager? C'est ça que vous êtes en train de me dire ou pas? Non. Je dois comprendre. Non. Moi, ce que je dis et ce que je trouve dommage, c'est que du coup, on dise il y a une fracture alimentaire et en fait, je n'ai même pas de solution pour savoir comment la régler. Il y a plein de solutions, mais elles ne sont pas dans Simplissime. Voilà. Je suis là devant vous, je parle des livres Simplissime, mais vous savez, c'est quelque chose qui me préoccupe. J'ai des enfants, je pense à tout ça. Mais je n'ai pas de morale à faire. Je ne suis pas journaliste, moi, comme vous. Moi, j'ai pas à donner le... Moi, je suis auteur de livres de recettes, moi. C'est pas tant à faire la morale, c'est plus... Non, mais la morale, ou d'expliquer. Oui. Mais je l'explique, je l'explique souvent. Dans mes livres, vous verrez, surtout si la première chose que vous faites dans les bio, même les premiers livres, les agrumes, si vous utilisez la peau, achetez des produits bio ou non traités. Mais allez vous promener. Allez voir les gens, leurs connaissances, etc. Déjà, ça, c'est énorme, ce que j'ai fait. Ce que vous voulez dire, c'est que en fait... Il faut y aller doucement, là. Voilà, nous, on part de loin, mais en fait, avant ça, il y a toute une catégorie de gens qui n'a même pas un livre de cuisine, ou alors... Bien sûr que non, et qui n'en avaient pas, qui en ont qu'un aujourd'hui, et qui ont celui-ci. Donc ça, après, voilà. Moi, je réponds à ça. Et je respecte... Vous pouvez pas vous imaginer le respect que j'ai pour des gens comme vous, qui avaient l'air plus engagés que moi. Mais moi, j'adore la phrase de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je suis très engagé d'une manière ou d'une autre. Être journaliste, c'est aussi vous poser ces questions-là. Attendez, parce que sinon, on viens passer à la casserole, voilà. Je suis là devant vous. Vous m'avez dit, je veux passer à la casserole. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Je suis, mais alors, même, je vais plutôt dans votre sens, hein, franchement. Mais je veux pas qu'on me mette dans un rôle, là, qui n'est pas le mien. Je sais ce que j'ai à faire. On me demande, c'est des recettes. On me demande... Moi, je me suis battu, vous savez quoi? On n'en parle pas de ça. Vous n'avez pas remarqué que le gros livre, là, il est à 19,95 qu'un livre comme ça, c'est 35 €. La première chose que j'ai dit, c'est écoutez, et c'était pas pour le vendre, parce que franchement, je suis pas un quelqu'un comme ça. Je suis pas un homme d'argent, moi. J'ai fait des petites choses qui sont pas perceptibles, mais qui sont, des choses qui sont quand même, je pense, importantes pour que les gens s'approprient. Moi, mon idée, c'était que surtout les gens s'en mettent à cuisiner, voilà. Bon, et c'est ce qui marche. Après, on verra plus tard. Pour le reste. On a parlé de beaucoup de choses dans Simplissime. Moi, il y a un Simplissime que j'aime beaucoup. Donc, ce que je vous dis, c'est celui qui est devant moi. Là, c'est les recettes végétariennes et véganes les plus faciles du monde. Il n'y a pas de topinambour, j'ai vérifié. Il y en a peut-être un dans d'autres livres. Je voulais faire une de vos recettes avec du topinambour. Mais du coup, Gilles, t'as fait ta propre recette à base de topinambour. Parce que donc, Gilles, notre chroniqueuse, on le rappelle, elle vit en Normandie dans la ferme Auvert avec son copain Norbert qui est fermier et donc il cultive des légumes en permaculture. Là, on en a sur la table des topinambours et des hélianthus, ce qu'on appelle un peu les légumes oubliés. C'est très tendance d'en manger, donc il y a ça, il y a les panais aussi, il y a d'autres récines boudées par nos grands-parents, parce que c'était un peu les légumes en temps de guerre, quoi. Gilles, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous les cultivez à la ferme Auvert? Oui, alors là, du coup, je vous ai ramené donc des topinambours, que je pense que la plupart des gens connaissent, qui sont des petits légumes
boursouflés avec une forme pas croyable, enfin Un petit goût d'artichaut. Ouais, voilà, qui ont un petit goût d'artichaut. Et comme l'hélianthus, qui est un de ses cousins, qui pour le coup est plutôt de forme oblongue, qui a une peau blanche et qui est un petit peu plus facile à éplucher puisqu'il est un peu plus régulier. Pour la culture, donc, ce sont 2 légumes qui poussent assez facilement et dont on n'a pas forcément besoin d'accorder trop de soins. Je ne sais pas si vous aviez écouté le 4e épisode de Casserole dans lequel je détaillais la plantation des pommes de terre. C'est un petit peu le même principe. Donc au printemps ou à la fin de l'hiver, donc on enfouit les tubercules d'hélianthus ou de topinambour à 10 cm dans le sol. On fait ça tous les 30 à 40 cm pour planter chaque plant. Et ensuite, à la fin de l'automne, quand les feuilles commencent à faner, on peut débuter la récolte. Donc là, on utilise une fourche bêche ou bien une machine. Mais nous, pour le coup, on utilise une fourche bêche. Et le topinambour et l'hélianthus, c'est assez pratique parce que c'est un légume qui tient extrêmement bien le gel, ce qui fait qu'on peut le laisser tout l'hiver dans le sol et on vient le récolter, nous, du coup, chaque semaine au fur et à mesure en fonction des besoins sur les marchés. Et la petite différence avec la pomme de terre, c'est que contrairement à la pomme de terre, l'hélianthus et le topinambour ne tiennent pas du tout bien en dehors de la terre. Donc c'est pour ça que c'est conseillé de le récolter toutes les semaines ou tous les 15 jours, ce qui va tenir à la maison une semaine à 10 jours maximum. Sinon, après, il va devenir tout sec. Et pour ceux qui auraient un mini bout de jardin, c'est très facile du coup de faire votre culture. Vous en gardez quelques-uns à la fin de la saison et puis vous les enfouissez dans le sol et normalement ça pousse. Et donc, Gilles, c'est des légumes qui sont très bons, mais ils ont un petit inconvénient, c'est-à-dire que c'est pas forcément facile de bien les digérer. T'as changé, je t'avais dit, le Gilles topinambour fait-il péter ? C'est bien sympa, mais ça fait péter, j'avoue que je l'ai pas, mais bon, si tu veux, je peux te dire ça. Non, je savais pas ça. Donc oui, en effet, c'est un peu, malheureusement, l'ingestion de topi est indissociable des flatulences qu'elle cause. D'ailleurs, lorsque j'ai tapé sur Google topinambour, la première suggestion, c'était les topinambours et les flatulences. Donc je vais vous expliquer pourquoi les topinambours ça fait péter. C'est tout simple, c'est la faute à l'inuline qu'ils contiennent. L'inuline, c'est un type de glucide particulier qui par ailleurs améliore le transit et joue le rôle de prébiotique, mais a un peu la fâcheuse tendance à faire péter. Et du coup, il y a quand même des moyens de passer outre cette gêne. L'un des moyens, c'est de faire cuire soit les topinambours ou les hélianthus avec des pommes de terre, qui pour le coup, je ne vais pas rentrer dans les trucs scientifiques, mais les pommes de terre, elles vont dégager. Voilà. Et donc du coup, qui va permettre de ne pas avoir de gêne. Et sinon, il y a une autre astuce, et les gens ne pensent pas forcément, c'est que l'hélianthus et le topinambour, ça se mange cru aussi. Et c'est très bon. Et là, pour le coup, il n'y a pas de problème. On va vérifier parce que du coup, j'ai fait une recette simplissime, peut-être pour un prochain livre de Jean-François Mallet, tu peux lui proposer. Donc tu peux nous expliquer ce que c'est comme recette ? Ouais, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai adapté, c'est la recette de l'ex de mon copain. Faudra lui demander si t'as le droit de l'utiliser du coup. que j'ai un petit peu modifié. Du coup, c'est du topinambour cru. J'avais pas de mandoline à la maison là, mais normalement vous coupez le topinambour en fines tranches à l'aide d'une mandoline. Et j'ai fait à côté. Avec un cutter, c'est facile aussi. Non, c'est un petit truc jaune, c'est pas de mandoline, bien sûr, c'est simplissime. Très bien. Voilà. Et à côté, j'ai préparé une petite sauce pour tremper les topinambours crus. Dans la sauce, il y a du beurre de cacahuète, du shoyu qui est une sauce de soja bio, du miel, de l'huile de sésame et un petit peu de sel. Et voilà. Et puis vous servez ça à l'apéro. Et le beurre de cacahuète, c'est vous qui l'avez fait ? Non, mais à la ferme, je le fais. Mais là, j'ai été l'acheter à Biocop. Mais ça, je conseille aux gens de le faire puisque de toute façon, j'ai vu que le petit pot que j'avais acheté coûtait 3,50 à la Biocop et qu'en revanche, quand on le fait à la maison, je pense que j'avais fait le calcul, il revient à moins de 1 €. Regardez les sauces soya bio, comment elles sont fabriquées, ça va vous intéresser. Oui, je sais que c'est pas le truc le plus. Voilà. Parce qu'on peut manger bio et ça peut être... Et c'est pas très local non plus, je dois avouer, comme sauce. Mais c'est super bon en tout cas. Je sais pas, Jean-François, ça vous plaît ? Oui, très bon. J'adore l'arachide, moi, donc... Ouais, c'est assez gourmand. Ouais, c'est très bon. Voilà. Ce qui est très bon, c'est que la cuisine, c'est le goût, c'est le gras, comme on dit. On a quelque chose de très onctueux, avec un peu de matière légèrement gras, l'arachide, qui vient sur le croquant du légume, c'est très agréable. J'en prends une, donc, pour la route. Et je tiens à préciser qu'on essaie de faire pousser nos propres cacahuètes à la ferme pour que j'arrête de faire venir. Là, cette année, c'était une fast test, mais je pense que l'année prochaine, on va y arriver. Mais voilà. Tu nous ramèneras des cacahuètes de la ferme dans un an. Jean-François, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Est-ce que vous continuez à écrire des simplissimes ? Est-ce que vous avez d'autres projets de livres ? Oui, j'ai toujours des projets de livres. Là, je fais un petit stop là, pour justement développer des choses qui vont dans votre sens. Est-ce que ce sera dans un simplissime ou pas ? Je sais pas, moi, je me lève pas tous les matins en me disant je vais faire un simplissime. Hein. Mais franchement, j'ai l'impression... Donc voilà.
J'essaye de développer des choses dans le digital, parce qu'il faut penser aussi à l'avenir, pour toucher encore d'autres personnes, etc., que la méthode puisse plaire à encore plus de monde. Et vous avez pu acheter votre maison en Normandie ? Alors, c'est pas du tout en Normandie. Pardon. La maison, je l'avais déjà. Et c'est retaper votre maison, hein ? Non, mais c'est sur l'île de Bas, en face de Roscoff. Ah, génial, c'est beau. C'est très beau. Ouais. L'eau est à 16 degrés, j'adore. Et oui, là, oui et non, c'est pas fini, parce que, voilà, bon, pour d'autres raisons C'est plus des questions financières, maintenant c'est des questions de temps. Ensuite, c'est aussi des questions financières. Ne croyez pas que je suis devenu milliardaire ou millionnaire. Je me posais la question, mais je n'osais pas vous la poser. Dans tout Paris, dire le millionnaire de Simplissime, non, pas du tout. J'ai 20 ans de loyer, peut-être 25 maintenant devant moi, voilà. Ce qui est pas mal pour un travailleur indépendant qui a commencé à 27 ans. Ouais, mais j'ai encore besoin de travailler pour vivre, pour répondre à aussi ce que j'entends. Ils sont 15 à les faire et il est millionnaire. Je suis toujours tout seul, je fais la vaisselle, je sors les poubelles, je fais les courses, je fais les photos, je vais porter mes images. Et je ne suis pas encore millionnaire, mais j'ai promis à tous les journalistes qui m'ont posé la question, je vous dis, le jour où je serai millionnaire, je viendrai vous voir pour vous le dire. Et vous nous inviterez dans votre maison à l'île de Bas ou pas ? Non, pas du tout. Ah, ça m'arrivait à l'île de Bas de faire des photos, ouais. Pas pour Simplissime. Non, j'ai un petit studio à côté de chez moi à Paris, voilà, où je fais les photos. Et je demande aussi à chaque invité chroniqueur en fin d'émission un conseil. Gilles, est-ce que tu as un conseil pour les auditeurs ? Oui, j'avais un petit truc tout simple que j'utilise en cuisine et que je trouve très chouette. Ça s'appelle du zaatar. Donc c'est une plante qui est la plupart du temps sauvage et qui est un cousin de l'origan et qu'on cultive dans les pays du Levant. Et donc le zaatar, c'est une petite poudre. Donc ces feuilles de zaatar sont broyées avec des graines de sésame. Et moi, je mets ça surtout des betteraves, du fromage blanc, des courges rôties. Et c'est vraiment mon petit truc en cuisine. Et il y a une marque qui le propose et qui travaille d'ailleurs très très bien, qui est un sourceur d'épices, ça s'appelle Shira, et vous pouvez le commander sur internet, vous faire livrer n'importe où en France, et ça coûte 4,50 € le pot de 30 grammes. Et on peut l'utiliser, le pot... sur du pain grillé, voilà. Avec de l'huile d'olive. Voilà, je connais par cœur ça. J'ai fait un livre sur le Liban, tout ça, je connais bien tout ça. Vous avez un conseil pour les auditeurs ? Un conseil de lecture, de resto Je suis allé voir un truc super. Une amie m'a invité à un spectacle. Mais ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais je vous conseille d'y aller, excusez-moi, mais parce que c'était une espèce de révélation. Ça s'appelle le Live Magazine. J'ai entendu parler de ça. C'est des journalistes qui... Voilà, en fait, c'est un espèce de spectacle qui se déroule dans un théâtre qui change un peu. Il y a 2 spectacles par an, je crois, en France. Et en fait, des journalistes, des photographes, des publicitaires, enfin des gens qui ont une histoire à raconter, viennent sur scène et racontent une histoire, une aventure qui leur est arrivée. Et c'est vraiment, je vous conseille d'aller voir ça, c'est génial. Moi, comme conseil, je vous recommande le Simplissime végétarien, que je trouve très bien, et aussi Poisson, qui est une autre facette de votre travail. Jean-François Mallet a un livre sur le poisson qui est hyper complet, et puis il y a aussi des recettes de pêcheurs. Ouais. Voilà, il est vachement bien. Je l'ai offert à mon beau-frère pour Noël de l'année dernière. Aussi, oui. Parmi les livres cultes de cuisine que m'ont cité les auditeurs, il y a aussi donc, le livre de Pierre Perret, dont parlait Gilles, Persiana de Sabrina Gayour, La cuillère d'argent, qui est le livre culte de cuisine italienne, ou encore les livres d'Ottolenghi, qui lui aussi est un... Qui copie sur Simplissime, qui s'appelle Simple. Voilà, non, je rigole. Lui, il a 150 ingrédients dans ses recettes. Mais donc, tout le monde l'a copié. Même Jim Oliver a sorti son livre 5 ingrédients. C'est très intéressant de voir que... Vous étiez le premier. Puis maintenant, vous faites un livre avec 2 ingrédients, j'ai vu. Donc, oui, ça, c'était une demande de gens qui... voilà. Alors, je m'avais dit que c'était pas possible. Donc, Vous l'avez fait. Je vous mets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. N'hésitez pas à m'écrire à zazie@binge.audio ou sur mon Instagram zazimiamiam. N'hésitez pas à partager vos avis sur tous les réseaux. Vous pouvez aussi mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Ça permet à Casserole de se faire encore plus connaître. Merci à Jules qui a réalisé cette émission et qui adore se faire, lui, comme plat simplissime, des pâtes au beurre avec beaucoup de gruyère. 3 ingrédients. C'est bien. Merci beaucoup d'être venu. Je vous dis à dans 15 jours. Et en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge.